Bienvenue dans Homme le podcast. Nous, c'est Marc et Marie-Ange. Un mec et une nana aux opinions souvent divergentes qui se retrouvent autour d'interviews pour découvrir et comprendre comment les hommes et les femmes peuvent enfin se rencontrer. Lui a toutes les caractéristiques de l'homme blanc, hétéro, cis privilégié. Et elle est une petite blonde gentille et féministe. Bref, ils semblent être tous deux des clichés de notre société et pourtant de cette rencontre a germé l'idée d'écrire ensemble une nouvelle histoire du masculin. Au-delà des clichés et des injonctions où tous peuvent trouver leur place. Dans cet épisode, nous accueillons Grégory Puy, analyste culturelle, auteur, conférencier et podcasteur, notamment des émissions Vlan et Ping. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Grégory, je suis un homme, a priori. Ça me semble à propos. Je suis aussi un être humain, un primate. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est important de se rappeler qu'on est des primates. J'essaye d'aider les gens à être un peu plus sereins dans une civilisation qui est en train de s'effondrer. Et j'essaye de transmettre des choses qui me semblent importantes sur à quoi va ressembler la société de demain. Et je le fais de plusieurs manières. Je le fais à travers un podcast qui s'appelle Vlan. Je le fais à travers un autre podcast qui s'appelle Ping. Je le fais à travers des conférences pour des entreprises majoritairement. Je le fais à travers des cours en école. Et j'écris un livre aussi. Et puis voilà, je réfléchis à d'autres formats. Mais dans l'absolu, j'essaye vraiment d'aider les gens à être un peu plus sereins. Génial. Canon. Trop bien. Qu'est-ce que ça représente pour toi le masculin ? Qu'est-ce que ça représente pour moi le masculin ? Une grosse source de conflit, c'est évidence. Rien que d'utiliser le terme masculin, c'est très problématique. Donc, tout est à prendre avec des pincettes dans ce genre de sujet. Ce qui est dommage, je trouve, parce que ça ne devrait pas être le cas. Mais ça me dit héritage, ça me dit patriarcat, ça me dit idée archétypale aussi, en tout cas concept archétypal. Ça me dit principalement ça. Et puis après, il y a tous les préjugés sur le masculin, évidemment, qui sont associés. Donc la force, le courage, l'interdiction de pleurer, le fait de ne pas avoir d'émotions, ou en tout cas peu d'émotions. Enfin, tous les trucs qu'on peut entendre, qu'on a pu entendre quand on était enfant, ou tous les imaginaires qu'on a autour du masculin et qui sont associés, qui sont liés à tous les contenus qu'on consomme dans les films, dans les séries, etc., dans les musiques, un peu partout dans la culture, dans les pubs aussi, bien sûr. Cool. Alors moi justement, c'est un des trucs, c'était une de mes deux volontés derrière ce podcast, c'était à chaque fois que j'emploie les mots masculin ou homme, j'ai l'impression que je dis un gros mot. Et il y a une part de moi qui était putain, j'en ai marre d'avoir que genre, de devoir mettre des pincettes. Et j'ai envie que de nouveau, d'ici à un moment, quand j'emploie les mots masculin ou homme, je puisse me dire que c'est un truc positif. Ouais, en fait, je sais pas si ça doit être positif ou négatif, c'est juste masculin, ça doit définir un certain nombre de choses. Mais en fait, masculin, c'est un concept, c'est le genre, tandis que homme, c'est le sexe, et c'est très différent, évidemment. Et du coup, homme, c'est un état de fait, ou femme, voilà. Même si il y a évidemment des cas de personnes qui naissent hommes ou femmes et qui se sentent de l'autre sexe, ça, voilà. Et évidemment, ça arrive dans la nature, c'est totalement naturel. Après, le masculin, c'est toute une construction sociale. Alors, c'est un concept, et là, c'est différent pour le coup. Donc, je sais pas si ça doit être positif ou négatif. Ça serait bien qu'on arrive à le dédramatiser, peut-être. Ouais, en tout cas, que ça puisse être utilisé négativement ou positivement en fonction s'il est ajusté ou en excès. Exactement. C'est marrant parce que pour moi, j'ai un peu la notion inverse, que pour moi, homme, je m'identifie en tant qu'homme, c'est le côté plus construction, et le masculin, c'est plus l'énergie qui peut être, tu vois, comme le yin, le yang, comme le sympathique, parasympathique. Donc c'est intéressant pour ça, comme ça je garderai à l'esprit que quand tu as dit au début... intéressant. Quand tu as dit au début, je suis un homme, c'est pour toi, c'était de dire j'ai une génétique ou un corps masculin.
Voilà, je suis né avec un sexe masculin. Ok. Et alors, deuxième question, toi, tu t'identifies en tant qu'homme ? Moi, je m'identifie totalement en tant qu'homme, hétérosexuel, et avec une grosse part de féminin, en tout cas, encore une fois, de manière archétypale, mais c'est important de le rappeler, mais voilà. Donc, mais oui, complètement, je m'identifie totalement comme un homme. Okay. Enfin, oui. J'en réfléchis en même temps, mais oui, non, c'est vraiment ça. Très bien. Et alors, attends, c'est la deuxième question, c'est même peut-être encore plus vague dans le concept. Pour toi, ça invoque quoi le mot homme ? Pour moi, pour moi, le mot homme, il évoque vraiment uniquement, enfin pas uniquement, c'est pas exactement vrai, mais il évoque principalement la génétique ou la biologie, donc comment tu es né, tout simplement. Et après, c'est vrai que j'ai fait une retraite d'ayahuasca à 40 ans et j'ai utilisé cette expression, en particulier parce que j'ai fait une vision quest derrière, où j'ai eu la sensation de devenir un homme. Donc de passer de l'état adolescent à l'âge adulte. Et j'ai utilisé dans ma tête en tout cas, et même comme ça, j'ai utilisé le mot homme. Donc il y a aussi ce passage à l'âge adulte que j'associe au mot homme. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais en particulier ce qui concerne le côté homme, entre guillemets, c'est le fait de me prouver... donc la Vision Quest, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, il s'agit de rester 4 jours au bord sur une montagne, sans rien. En fait, voilà. Donc vous n'avez pas de tente, vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez pas de divertissement, évidemment pas de téléphone, vous n'avez rien à lire, rien, en fait. Pas de feu, pas de rien. Et de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire un feu avec mes deux petites mains, que j'étais capable de gérer la situation. C'est ça qui s'est passé vraiment. Et c'est ça qui m'a fait me dire... j'ai eu vraiment ce truc à ce moment-là. Oui, survivre, c'est un grand mot, parce qu'en fait, tu n'étais pas censé manger pendant 4 jours, donc j'en étais pas à tuer des lapins parce que ça, je pense que, pour le coup, je pense que je deviendrais très vite végétarien. Même si je mange pas de lapin dans l'absolu, mais je suis pas complètement végétarien. Mais je mange pas de lapin quand même. Mais je pense que ça serait compliqué si j'étais complètement laissé dans la nature sans rien. Et cela dit, je pense que c'est pas quelque chose de... On va changer, je vais faire bouger un tout petit peu le sujet, mais c'est pas la nature de l'homme, avec un grand H pour le coup, de rester seul non plus. Donc on est des animaux sociaux et on n'est pas fait pour être seul. Donc je pense que moi, ce que j'apporterais au groupe, ce serait certainement pas mes qualités de chasseur, de pêcheur ou d'agriculteur, que je n'ai pas. Donc voilà, j'apporterais peut-être autre chose, mais certainement pas ça. Ouais, je comprends très bien. Moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup qu'un jour a dit, on n'est pas 7 milliards sur Terre pour être seul, quoi. Enfin, si on était une espèce solitaire, on aurait fait une itération de nous. Ou deux. Mais c'est marrant que tu parles de rituel passage à l'âge adulte, parce que c'est un sujet que j'aime bien. Et c'était un homme qui s'appelait Guy Corneau qui en parlait et qui disait qu'en gros, pour lui, il considérait que pour les corps masculins, tu ne pouvais devenir homme qu'en gros si tu avais un rite de passage un peu comme dans les tribus. Et souvent, tu avais besoin d'un ancien qui te dit maintenant tu es un homme, maintenant tu as des responsabilités, maintenant tu as un comportement, une ligne de conduite, et qu'il n'y a plus ça dans notre société moderne. Moi, je crois beaucoup aux rites. Je pense qu'ils sont extrêmement importants. Et je constate comme lui qu'on les a quasiment tous perdus, en tout cas dans la culture judéo-chrétienne, en tout cas chrétienne plutôt. On n'a plus de rite, on a le mariage, qui est une sorte de rite, mais plus ou moins quand même. Et on a l'enterrement, évidemment, qui reste un rite. Mais tout le reste, on l'a paumé, et c'est très dommage. Et dans la culture juive, justement, tu as encore beaucoup de rites, et en ça, c'est assez admirable. Et après, par rapport à l'homme, il y a un truc que tu peux retrouver chez les animaux, que je trouve hyper intéressant, c'est le rôle du mâle dans la formation des jeunes, que ce soit mâle ou femelle. Et j'ai enregistré, donc ça m'a beaucoup marqué, un primatologue
qui s'appelle Frans de Waal, qui est sans doute le primatologue le plus connu au monde, et donc qui étudie les primates, comme son nom l'indique. Et il a fait un bouquin qui s'appelle Différents, sur le genre. Et on a fait beaucoup de... Donc, j'ai enregistré un épisode avec lui, et le bouquin est passionnant, et on a beaucoup discuté donc, du genre, et du rôle voilà, du masculin, du mâle. Et ce qu'il explique, entre autres, juste par rapport à ce petit point-là, c'est parfois le mâle, il est là juste pour montrer l'exemple. Et il prend cet exemple en particulier d'éléphant. Donc, je ne sais plus exactement dans quelle partie du continent africain, où en fait les grands mâles avaient été tués par braconnage, et donc il n'y avait que des jeunes mâles. Et il se trouve que les jeunes mâles tuaient énormément de rhinocéros, donc ils les écrasaient en fait, simplement. Il y avait énormément d'accidents, et la seule manière où ils ont fait faire changer les choses, c'est qu'ils ont ramené un grand mâle d'une autre réserve, ils l'ont posé là, et c'est pas que le grand mâle faisait quoi que ce soit, mais d'un coup ça s'est arrêté. En fait, rien que la présence en fait du grand mâle fait que les jeunes mâles ont arrêté de faire des conneries, entre guillemets, si on peut dire que écraser des rhinocéros, c'est des conneries. Et je trouve ça, enfin, tuer des rhinocéros, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, c'était des conneries. Donc, je trouve ça hyper intéressant aussi, c'est le côté figure. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça marche aussi chez les humains. Et on se rend compte que chez les humains, les personnes qui sont en état de délinquance, en particulier qu'on retrouve dans les prisons, sont souvent des personnes qui ont manqué de père. Et donc, il y a un parallèle que je trouve vraiment saisissant et hyper intéressant à cet endroit. Et cela dit, ce qui m'explique aussi, pardon, je te coupe, c'est que chez les femmes, pour le coup, je n'ai pas été vérifié, mais je trouvais ça intéressant, la présence de l'homme retarde les règles, en l'occurrence, et retarde le cycle. Donc, en fait, ça a aussi un impact chez les femmes. Donc, voilà. Ok, je savais pas du tout. Ouais, moi non Je plus. trouve ça plein de trucs. Non, mais j'adore. Après, moi, c'est intéressant. Et tu dirais que ce serait lié à quoi? C'est la sécurité, la sécurité du cadre fait qu'elles ont moins besoin de grandir vite ou moins besoin de... Alors, franchement, j'en ai strictement aucune idée. Je vais certainement pas m'essayer à inventer un truc. Mais donc, je sais pas te dire. Et moi-même, n'étant pas biologiste, je sais pas. Et je sais plus, peut-être qu'il l'explique dans le livre, je sais plus. Je sais qu'on en parle dans le podcast et j'avoue que je sais plus très bien ce qu'il raconte sur le sujet, mais en tout cas, c'est un état de fait. Pardon. Intéressant. Est-ce que c'est intéressant parce que quand on t'a approché pour parler de ce podcast, on t'a proposé le thème un peu des nouveaux mâles alpha dans la société, où avant l'image du mâle alpha c'était l'homme musclé et puissant physiquement, et qu'en ce moment c'est un peu en train de muter vers une image d'homme plus conscient, d'homme plus posé. Est-ce que toi, justement dans la même idée, est-ce que toi tu as des modèles, des gens sur lesquels tu projettes ce que tu aimerais être? Je sais pas si j'aimerais être, j'espère être maintenant. Moi, à cet âge-là, quand même. Mais ce que je trouve intéressant avec cette sorte de mâle alpha, et en fait, pour revenir à Frans de Waal, c'est un peu à cause de lui que toute l'image que tu as décrite, c'est un peu sa faute pour le coup. Il a écrit un bouquin, il a énormément d'influence. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les théories autour du viol, autour de la sauvagerie, autour du mâle alpha, etc., tout ça, ça vient de l'analyse des primates. En tout cas, des singes, ouais, des primates de manière générale. Mais parfois avec des erreurs de jugement très forts. Et en fait, d'abord, il faut comprendre qu'il y a des mâles alpha, mais il y a aussi des femelles alpha. Ça, je pense que c'est une information qui est extrêmement importante parce qu'on n'en parle jamais. Et que c'est pas la même chose. Et un mâle alpha, c'est quoi? C'est, dans les primates, c'est un mâle qui a effectivement beaucoup de force. Donc, il y a un vrai combat entre mâles. Mais la réalité, c'est que c'est surtout, c'est aussi, pas surtout, mais c'est aussi un adulte, ça peut être un jeune, mais en tout cas, pas une personne, mais enfin bref, un singe, j'arrive pas à trouver le terme, un individu, voilà, c'est le mot que je cherchais, un individu qui prend soin, qui protège, qui génère de la cohésion. Et ça, c'est vrai chez les chimpanzés, c'est vrai chez les bonobos.
C'est vrai à peu près dans tous les animaux, en fait. C'est vrai chez les loups en particulier. Donc le loup est un loup pour l'homme. L'expression, elle est assez méchante pour les loups, parce qu'en fait, les loups, ils sont pas du tout méchants entre eux. Et par ailleurs, le loup n'est pas un loup pour l'homme, mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, ce que tu décris, c'est finalement la réalité de ce que c'est qu'un alpha. C'est-à-dire qu'en fait, un alpha, ça n'a jamais été un être sanguinaire qui a de la force, qui n'écoute personne, qui viole les femelles, etc. By the way, le viol n'existe quasiment pas dans le règne animal. L'explication de Franz, je la trouve intéressante. Il dit, en fait, la culture du viol chez l'humain, elle est surtout liée à nos modes de vie, parce qu'en fait, les viols se font principalement, pas uniquement, mais principalement dans 2 situations. Une dans la maison, parce qu'en fait, on peut se retrouver avec un homme qui peut mettre de côté une femme sans que personne ne les voie, ce qui n'arrive évidemment pas dans la nature. Et le deuxième cas, c'est évidemment la guerre, pas tant contre les femmes, mais plutôt pour démobiliser ou démoraliser les soldats. Et en fait, c'est quand même les 2 grandes situations de viol. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais c'est quand même les 2 plus grandes. Et pour lui, c'est vraiment lié à nos modes de vie, parce que le viol n'est pas quelque chose très naturel chez les primates. Ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare, parce que justement, le mâle alpha est là pour défendre. Donc il n'y a pas trop de viol, où les autres femelles vont défendre. Voilà, donc le viol n'est pas un truc très naturel, c'est vraiment dans la culture humaine. Donc, voilà, c'est une longue réponse, mais... Ouais, non, cool. Mais c'est important, enfin moi je trouve ça hyper intéressant. En plus, bon, je suis désolé parce que je viens de l'enregistrer, donc du coup j'ai extrêmement de références à ce bouquin et à cette réflexion, mais je pense que c'est... Enfin, moi ce qui me semble le plus juste sur un sujet qui est aussi controversé que le masculin, le féminin, le mâle alpha, etc., c'est de revenir à l'analyse de ce qu'on est à l'origine, c'est-à-dire des primates, et d'enlever la culture. Parce que c'est le cas pour évidemment les primates, il y a des cultures, mais enfin c'est quand même pas du tout pareil que pour nous les humains. Et by the way, un autre truc qui est important de dire sur les alphas, on ne peut pas naître alpha, c'est pas des caractéristiques, on n'a pas de caractéristiques mentales à être un alpha. Ça n'existe pas dans la nature, donc c'est plutôt une formation au fur et à mesure des combats, etc. Et voilà, c'est important de le signifier. Et il n'y a pas dans l'histoire du mâle alpha, il n'y a aucune histoire de domination des femelles. C'est uniquement un combat entre les mâles. Donc ça aussi, on peut le jeter à la poubelle, je crois. Complètement. Mais en plus, c'est un truc dont je parlais hier. Il y a un podcast que j'aime beaucoup et ils évoquent le mythe du loup alpha. En fait, ils ont étudié sur un loup en captivité qui n'est pas un loup représentatif de ce qu'est un loup, et qu'en fait, les loups cette image, elle a été créée par un biais de l'expérience qui n'a pas été faite sur une meute de loups, mais sur un loup solitaire et éduqué en captivité, quoi. Exactement, et ça s'est passé la même chose pour la violence des mâles envers les femelles. En fait, d'où ça vient ce truc ? Ça vient de la fin du 19e, où en fait, dans un zoo à Londres, ils ont mis des babouins. Donc, en fait, nous, on est un peu éloigné des babouins, on est plus proche des chimpanzés et des bonobos. Ils ont mis des babouins dans un enclos qui était trop petit. Ils ont mis très peu de femelles par rapport, donc c'est pas du tout équilibré. Et en fait, effectivement, ils se sont entretués. Et de là, on a considéré qu'en fait, les mâles, il y avait une violence envers les femelles, qu'il y avait une violence sanguinaire entre eux, etc. Alors qu'en fait, c'était une mauvaise expérience. Donc, de la même manière, cette idée de la violence contre les femmes et de la violence interespèces, enfin, même entre mâles, en fait, chez les primates, ils se tuent assez peu entre eux. C'est pas un truc qu'ils font, vraiment. Ils peuvent se couper un doigt, ils peuvent se faire des trucs un peu méchants, mais jamais se tuer. Okay. Ou rarement se tuer. Ok. Alors attends, juste parce que ça m'intéressait sur le... Il y a plein de trucs... Attends, je ne suis pas primatologue, hein, juste. Non, je sais. Non, mais maintenant, je comprends bien au début pourquoi tu as dit je m'identifie je me présente en tant que des primates. Maintenant, ça a du sens. Je voulais te poser une question à un moment sur ça. Maintenant, c'est bon. Je sais pourquoi c'est là. Sur le démoraliser les soldats pour la deuxième raison qu'a évoqué Franz de Waal. Franz de Waal. Sur démoraliser les soldats pendant les temps de guerre, c'est pour démoraliser les soldats adverses ? Oui, bien sûr. Ok, parce qu'après moi, j'ai plusieurs images de... Il y a, tu sais, c'est un peu ce côté... Moi, il y avait, dans les histoires que j'essaie de me raconter, il y avait aussi, tu vois, comme quand un lion prend la possession tue l'ancien lion, généralement, il tue tous les enfants du précédent lion pour en refaire sa progéniture et sa lignée.
Donc pour moi, il y avait aussi ce côté, je vais effacer l'espèce d'avant et les autres, comme ça les enfants de ces femmes seront les nôtres et on colonisera de cette façon. Et pas forcément juste pour démoraliser. Ouais, non, majoritairement, je pense pas que ce soit ça. Okay. Ça peut être le cas, même pas. J'allais dire dans des génocides, mais dans les génocides, ils tuent les femmes et les enfants, ils tuent tout le monde. En fait, ils veulent pas, ils exterminent une catégorie de personnes. Évidemment, on l'a vu chez les Juifs, on le voit chez les Ouïghours aujourd'hui, on l'a vu chez les Tutsis, les Tutsis. Et en fait, on extermine l'intégralité, en fait. Donc, quand il y a une extermination, c'est une extermination totale. Je pense pas qu'il y ait une volonté de reproduire à ce moment-là. Je pense que c'est vraiment une volonté de détruire le moral des hommes en détruisant les femmes. Par définition, ça détruit le foyer, quoi. Ok, je comprends. J'avais lu aussi des trucs sur l'esclavagisme et la manière dont les Blancs avaient... Enfin bref, qu'il y avait aussi une manière... mais l'esclavagisme, ça vient pas de là. L'esclavagisme, ça vient des Slaves. Donc en fait, les premiers esclaves, c'était les Slaves. Et donc, ça a commencé par les premiers esclaves, c'est des Blancs. Donc l'esclavage des Noirs, c'est encore un peu plus... C'est quand même beaucoup plus tard. Mais ouais. Enfin bref. Ouais, cool. Et alors, on peut parler de plein de trucs. Hein. Ouais, bien sûr. Et pour reprendre l'image et un truc, moi, une image, et après on revient. C'est moi l'image qui me parle le plus aujourd'hui quand je dis que j'ai envie de trouver un équilibre entre mon masculin et mon féminin. Et chez moi, et c'est quelqu'un qui me l'a transmis et j'aime bien, c'est en gros 80% de féminin et 20% de masculin. C'est-à-dire que de manière générale, je suis dans un espace plus lent et ralenti. Quand j'ai besoin d'agir, j'utilise mon masculin. Et j'aime bien l'image du lion, que je trouve qu'il y a un animal qui passe sa journée allongé, posé, plutôt calme. Et par contre, quand il a besoin de tuer, quand il a besoin de défendre, il agit. Et je trouve que pour moi, le plus bel et une sorte de plus beaux équilibres de masculin-féminin, c'est le lion qui est censé être, tu vois, le roi de la jungle. Et donc j'aime bien utiliser justement à contraposer, tu vois, que pour moi, le plus bel équilibre de ça, c'est le lion. Alors c'est marrant parce que moi, c'est une image que j'utilise beaucoup dans ma tête aussi, le lion. Mais pas tant pour ça, plus pour... le lion, il n'a pas besoin de prouver que c'est le plus fort, en fait. Tu vois, et je trouve que dans la masculinité humaine, il y a vraiment ce besoin de prouver qu'on est les plus forts. Donc, alors chez nous, évidemment, ça se passe beaucoup ça peut se passer par la force physique, tu vois, l'apparence. Et bien sûr, on l'a tous fait. On a tous fait un peu de muscu à un moment donné quand on était jeune. Parce que voilà, et en même temps, ça compte, je veux dire, dans l'attrait sexuel. Enfin, pour un certain nombre de personnes, mais quand même, voilà, ça a été prouvé scientifiquement. Et par ailleurs, après, c'est dans l'accumulation. Tu vois, en fait, moi, j'associe beaucoup le patriarcat avec cette idée d'accumulation de biens, tu vois, donc de montrer à l'extérieur de soi que je suis puissant. Donc, j'ai la Ferrari, j'ai la grosse montre Rolex, j'ai je sais pas quoi, enfin, peu importe. Mais je gagne tant, je fais ci, je fais ça. Et moi, j'associe beaucoup, tu vois, ce besoin de prouver. Alors que le lion, en fait, pour reprendre ton image, il n'a pas besoin de prouver, tu vois, il est là. Et il n'a pas besoin de montrer ses muscles, tout va bien, quoi, en fait. Il le fait quand il y a un autre mâle qui le met en danger, ce que tu disais tout à l'heure aussi. Et ça arrive effectivement tous les 3-4 ans qu'il y a une bataille entre deux mâles. Mais c'est les femelles qui restent. Les femelles, elles bougent pas, en fait, elles. C'est intéressant. Ouais, l'autre image que j'aime, on va y arriver. Non, l'autre image que j'aime bien aussi chez le lion, c'est que une gazelle peut boire au lac, boire de l'eau à côté du lion quand elle sait qu'il a mangé et que quand il y a aussi ce truc de une fois qu'il est rassasié et qu'il a rien à prouver, il peut se promener entre c'est censé être proie et les proies sont en sécurité parce qu'ils sentent qu'il est pas là pour les. Donc il y a quelque chose de. Ouais, et il y a un autre truc qui est génial chez les lions et les lionnes. Pardon. Non, moi j'adore. Après, on sort des lions et des lionnes, mais il y a un autre truc qui est génial chez les lions et les lionnes, c'est que ils ont une capacité à se mettre en sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus assez de zèbres, d'antilopes, etc., ils vont se mettre à la diète pour leur laisser le temps de se reproduire. En fait, c'est naturel. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'est même plus capable de le faire, nous, humains. Parce qu'on est tellement lancé dans une machine qu'on n'arrive plus à reprendre le sens de la réalité. Mais dans la nature, en tout cas chez les lions, c'est totalement le cas. Donc, en fait, ils se contraignent eux-mêmes. Ils se mettent en sobriété.
Génial. J'adore. J'allais rebondir là-dessus. Alors, ça on va lancer un nouveau podcast sur les animaux. Sur les animaux. Mais justement, j'allais rebondir là-dessus. C'est génial qu'on commence un épisode d'un podcast sur le masculin en revenant au stade des primates. L'une des questions qu'on avait préparées, c'est, à ton sens, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut essayer de faire évoluer les mentalités sur les questions de genre sans tomber dans la comparaison et la classification, ça c'est bien, ça c'est mal, où il y a toujours quelqu'un qui va se sentir écarté? Je pense que la question de genre, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en fait, je pense qu'on se trompe de combat quand on parle de genre. Et je pense que la bonne question, c'est comment on s'assure de l'équilibre, de l'équité, parce que maintenant on doit faire de l'équité plus que de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je pense que c'est vraiment à cet endroit, et ça passe par une surreprésentation des femmes, ça passe par voilà, il y a des choix qui doivent être faits pour réhabituer. Mais en même temps, j'ai quand même cette sensation que quand il y a des combats, ça a beaucoup avancé, hein, ça a beaucoup évolué sur les 50 dernières années, hein, c'est clairement. Mais c'est quand même pas bien gagné. On le voit aux États-Unis avec le retour de l'interdiction de l'avortement. On le voit aussi, c'est arrivé également avec Erdogan. C'est arrivé, il y a un certain nombre de pays qui sont en train de revenir en arrière. En Russie, on a quand même le droit de frapper sa femme, en tout cas la première fois. Donc, c'est très fragile en fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que cet équilibre dans lequel on a l'impression que attends, mais quand même ça va, les femmes elles ont gagné plein de pouvoir. Bon, déjà on n'y est pas du tout, parce que en réalité le patriarcat est tellement bien installé que, je trouve que on est très très loin du compte. Mais de deux, en plus, c'est extrêmement fragile. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que des combats féministes trop forts peuvent faire un retour de bâton assez violent. Et ça aussi, c'est un équilibre qui est fragile, je trouve. C'est que j'observe que, à force d'avoir des combats féministes très très forts, il y a un certain nombre de femmes qui reviennent à des valeurs, entre guillemets, classiques, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, donc qui dans une forme de patriarcat. Et voilà. Et par rapport à ce que je disais sur on est loin du compte, moi je me définis pas du tout comme un homme déconstruit, parce que je crois qu'on peut pas l'être en fait. Enfin, moi à mon âge en tout cas, je pense pas qu'on puisse l'être. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est réduire le temps de latence entre le moment où tu penses une connerie et le moment où tu t'en rends compte. Parfois, tu t'en rends pas compte du tout. Donc là, c'est des hommes totalement construits, on va dire, pas déconstruits. Hein. Donc, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils racontent une connerie. Tu vois, donc ils sont dans leur conviction. Voilà. Et après, il y a un temps de latence entre le moment où tu as ce réflexe et en même temps, tu te rends compte rapidement, enfin plus ou moins rapidement. En fait, le temps de latence, il est plus ou moins long. Et parfois, c'est une sorte de milliseconde. Mais ça sera toujours là, un peu, parce que c'est la culture dans laquelle on est né. En tout cas, à mon âge, je crois que tu peux jamais vraiment être totalement déconstruit. Tu peux simplement travailler sur le fait de réduire le temps de latence. Ce qui est déjà énorme. Ouais. Mais ça alors après, ça rejoint une des questions qui était sur ça, qui était... là, j'ai réécouté ton interview de Delphine O, qui était l'ambassadrice et secrétaire générale du Forum des générations, qui parlait de ça, de ce temps de latence qu'elle avait là. Et moi, c'est un truc que parfois, j'ai du mal, parfois quand j'ai une conversation sur certains sujets, où on ne peut pas tous commencer en disant on est tous le fruit du patriarcat, donc on a tous du sexisme, du racisme, de l'antisémitisme en nous. Et est-ce qu'on peut commencer la conversation en partant de là, plutôt que moi je fais bien et toi tu fais pas bien? Ça serait pas mal. Hein. Mais tu vois, ça serait pas mal. Hein. Tu vois, que tu sois féministe, masculiniste, on puisse tout ce que tu veux, que tu dises j'ai beau être ça, je sais qu'à un endroit, je peux être sexiste et je peux être raciste et blablabla, parce que j'y peux rien, je suis le fruit de ma société. Exactement. Et ça, je pense que c'est une marque de vulnérabilité qui, pour moi, et d'humilité qui est hyper forte. C'est vachement important de s'en rendre compte. Parce qu'en fait, tout l'enjeu de ce que tu dis, finalement, c'est qu'il y en a plein de gens qui en ont absolument pas conscience. Et en particulier, il y a un certain nombre de femmes qui ont aucune conscience qu'elles sont en train de reproduire et de prolonger le patriarcat. Et je crois que c'est vraiment essentiel de se dire, attends, c'est comme les gens qui me disent je vois pas les couleurs. Enfin,
Pardon, mais moi, je les vois, les couleurs. Donc, même moi, parce que je suis métisse, j'ai un fond de racisme. Et je l'observe, je le vois. C'est pas très prégnant. Le temps de latence, il est assez court. Mais il est là. Parce que c'est notre culture. Mais moi aussi, je suis né en France. Et donc, j'ai cette même culture parce que c'est la culture du pays, malheureusement. Et pareil pour le patriarcat. Et malheureusement, c'est présent. Et donc, je trouve que c'est dommage, les gens qui, effectivement, n'ont pas cette capacité à reconnaître juste ça. C'est pas très grave, mais c'est important de le faire. Moi, c'est un podcast qui... Vas-y. Si non, vas-y. Moi, c'est un podcast que j'adore qui s'appelle Invisibilia. Et justement, ils interviewaient c'est un podcast américain. Ils interviewaient un policier afro-américain. Et ils disent pas au début la couleur de peau du policier. Il dit que dès qu'il voit un homme en capuche noire, il a une tendance à s'alerter. Il dit, mais moi, j'y peux rien. Ça a tellement été représenté dans les films. Et je suis là, moi qui suis blanc de peau et tout, j'ai encore plus mais donc je fais avec et je fais avec ça et je prends ça. Et il y a un test, si jamais ça vous intéresse, sur les biais que je crois que Harvard et tout ça a développé pour voir dans quelle mesure ton cerveau est biaisé ou non. Et c'est la capacité dans laquelle, si tu mets deux concepts, ton cerveau peut les associer rapidement ou non. Donc tu vois, si tu mets blanc voleur ou arabe voleur ou noir voleur ou blabla, et si ça va vite, c'est-à-dire que tu as le biais de penser que ces deux idées vont ensemble. C'est ce qu'on appelle l'intuition. En fait, dans les neurosciences, c'est ce qu'ils appellent l'intuition, c'est-à-dire en fait, parce qu'en fait, notre cerveau, il essaye toujours de prendre des décisions rapidement, parce qu'il a plein de décisions à prendre. Et donc, la meilleure manière de prendre des décisions, c'est de revenir à des expériences passées ou à des imaginaires collectifs. Et en fait, ce que tu décris, c'est des imaginaires collectifs. Donc, en fait, quand tu dis, ouais, j'ai l'intuition, enfin, parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu vois un mec avec une capuche, un noir avec une capuche, un grand, tu vois, moi, ça m'est arrivé plein de fois en tant que grand, parce que je fais 1m90, métisse, ça m'arrive assez régulièrement de mettre des hoodies et ça m'arrive aussi de mettre une capuche. Très clairement, le regard des gens, il change. Et voilà. Et en fait, donc j'en souffre, moi, mais je le fais souffrir aux autres aussi, parce que moi-même, j'ai une intuition. Quand je vois un groupe de noirs, par exemple, de jeunes noirs, admettons, ou de jeunes arabes, et que je vois un groupe de jeunes blancs, je vais pas me dire la même chose. C'est pas vrai, en fait, de se dire que je vais me dire la même chose. Je vais me reprendre assez rapidement. Encore une fois, le temps de latence, il est assez court, mais n'empêche que c'est présent. Parce qu'en fait, je vais avoir l'intuition qui peuvent être dangereux. Mais en fait, l'intuition, c'est quoi ? C'est effectivement ce que tu décris, c'est-à-dire des biais cognitifs que tu as construits dans ton cerveau et qui associent des idées, parce qu'en fait, c'est les imaginaires qu'on nous a projetés toute notre vie dans les films, les séries, les musiques, etc., etc. Donc en fait, le premier pas vers l'égalité, ça serait peut-être de développer sa conscience de quels sont mes biais cognitifs et quel est mon temps de latence sur chaque sujet. Ouais, moi je crois qu'on peut commencer par là. De dire, je ne suis pas un homme déconstruit. C'est cette fameuse phrase, not in the name of all men ou not all men. Ben si, en fait. En fait, si. All men et all women, en fait, c'est tout le monde pareil. En fait, on est tous dans cette culture hyper patriarcale. Et c'est OK, en fait. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave de se dire je suis un peu de racisme. C'est pas grave de dire je suis dans le patriarcat. C'est pas très grave. Pour moi, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de pas le reconnaître. Ça, c'est le premier truc. Et ce qui est grave après, c'est de pas réduire le temps d'attente, de travailler dessus, quoi. Donc, de s'informer, etc., etc. Mais oui, je pense qu'on commence par là, la prise de conscience. C'est quoi les a priori que tu as sur un corps masculin ? Parce que même moi, tu vois, j'ai encore... C'était marrant parce que je lisais un bouquin sur le polyamour et il disait, en gros, dans le polyamour, le premier truc que tu dois faire quand tu, en gros, laisses ta partenaire, quand tu es dans un corps masculin et que tu laisses ta partenaire féminine, c'est il y a deux choses à déconstruire. Un, les meufs sont pas des trucs malléables, fragiles, qui vont se faire manipuler. Et deux, déconstruire que le mec est pas un connard juste manipulateur qui va prendre. Et donc je trouvais ça intéressant de dire que lui aussi, malgré tout, alors qu'il avait ses préjugés sur le corps masculin. Et ça m'intrigue. Tu vois, par exemple, c'est quoi les préjugés que tu as sur toi ou sur les hommes ou sur... Ouais, bien sûr. Je pense que j'ai grandi beaucoup avec cette même idée, parce qu'en fait, c'est notre culture, que en fait, si je pousse le curseur, mais je pense que j'étais vraiment pas loin de ça. Après, j'ai 45 ans, donc ça s'est déconstruit au fur et à mesure, mais pour moi, la fille était une proie et l'homme était le chasseur. Vraiment, en fait, c'est comme ça que je le voyais. Enfin, et pendant des années, hein, enfin, je veux dire, ça est resté très longtemps comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû, pour le coup, déconstruire. Et toujours chez les primates, en fait, tu te rends compte que
la femelle a un vrai désir sexuel qu'elle exprime. Et ça, c'est un truc que les hommes, ils ont un peu de mal à accepter parfois, que la femme, en fait, elle a un vrai... Et même les femmes, parfois, la femme, elle a un vrai désir sexuel. En fait, c'est pas l'homme qui baise la fille, tu vois. En fait, on a beaucoup d'expressions comme ça. Je l'ai baisé, tu vois. Donc, c'est en général, quand dans des couples hétérosexuels, en tout cas, quand tu dis ça, c'est pas une fille qui baise un mec, quoi. Tu vois, c'est vraiment le mec qui baise la fille. C'est je vais te défoncer ou je sais pas quoi. Enfin, toutes ces expressions, en fait, finalement, c'est des expressions où c'est l'homme qui est dans l'action et la femme qui reçoit. En fait, donc dans notre vocabulaire, dans tout notre imaginaire, et évidemment, ça passe bien sûr par le langage, les imaginaires. En fait, notre imaginaire, il est aussi hyper patriarcal. Il est dans ce truc-là. Et donc moi-même, j'étais évidemment là-dedans. Je suis pas supérieur à qui que ce soit là-dessus. Enfin, sur pas grand-chose d'ailleurs, mais là-dessus en particulier. et donc j'avais tous ces a priori de la femme fragile, de tout ce que tu as décrit en fait. Je pense que je les avais aussi parce qu'en fait c'est des imaginaires collectifs qui sont liés à notre vocabulaire, qui sont liés à nos enfin voilà, encore une fois au contenu qu'on consomme. Et ça, c'est des choses que sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, qui sont quand même un peu présents. Tu vois, je pense que c'est pas complètement effacé parce que on se parle de 30 ans, 40 ans de biberonnage, hein, donc ça va pas s'en aller en 2 secondes. Mais maintenant, je suis quand même capable de savoir, mais aussi pas que de savoir, mais d'intégrer que c'est pas la réalité, tu vois, et que une femme, elle a du désir sexuel et que, enfin, pour prendre l'exemple dont tu parles, bien sûr, elle a du désir sexuel, elle est complètement maîtresse de ce qui se passe, et que parfois ça peut être l'homme qui se fait manipuler. Enfin voilà, c'est pas du tout. Pour le coup, je crois pas du tout au fait qu'on puisse genrer ce genre de choses. Même si effectivement, et puis chez l'homme, mais ça marche aussi chez la femme. Il y a un côté possession. Alors moi, je suis pas dans le polyamour pour le coup, mais il y a un truc de possession qui est assez fou parce qu'en fait, on possède personne. Donc ça c'est une autre chose que j'ai absolument pas déconstruite pour le coup. je sais pas si j'y tiens particulièrement, mais en tout cas je suis pas à cet endroit. Mais ouais, non, ça c'est une autre histoire, la déconstruction de la possession. Je pense que moi maintenant, enfin bon, on change de sujet là, mais moi je crois plus trop dans la fidélité sexuelle à vie en fait. Je me dis en fait, c'est assez intéressant parce que quand l'autre te trompe, pour toi, c'est l'horreur, tu vois, c'est vraiment le truc horrible, c'est vraiment la trahison au plus haut point. Et pourtant, quand toi, tu fais du sexe avec une personne qui est pas si importante, tu te rends compte qu'à un point, c'est pas très important, en fait. Donc, il n'y a pas de raison que pour l'autre, ça soit différent. En fait, quand c'est juste, ça dépend de quoi on parle, bien sûr, mais si c'est juste une relation sexuelle, bon, en fait, en vrai, ça n'a pas beaucoup d'impact. Je dis pas que je serais pas blessé, mais je pense que alors qu'avant pour moi c'était une sorte de haute trahison quoi. C'était une sorte d'énorme carton rouge. Aujourd'hui, je pense que je serais beaucoup plus à l'aise. Pas que ça génère, enfin ça veut peut-être dire des choses, hein, ça veut peut-être dire des choses sur le désir dans le couple, ça veut peut-être dire des choses voilà à plein d'endroits, mais ça serait plus un truc aussi hardcore pour moi qu'avant. C'est une longue... Parce qu'en fait, j'ai changé de sujet d'un coup, là, on est passé à la Non, mais c'est très bien. Mais... non, mais après, je peux avoir... Moi, c'est des sujets que... Enfin, tu vois, même moi, même aujourd'hui, quand souvent, je dis « je te fais l'amour », c'est même... J'ai beau perdre du sexe, tu vois, j'ai encore ce vocabulaire parfois de « j'adore te faire l'amour hein. », tu vois, où j'adore... Mais après, pour moi, c'est un endroit où aussi je découvre que j'aime de plus en plus que ma partenaire me fasse l'amour. Et j'ai très peu de mes partenaires qui sont disponibles à ça. À ce que moi je lâche la sexualité et que tout d'un coup je me mette plus en mode réception et qu'elle soit en charge de... j'ai beaucoup de partenaires qui sont putain j'ai envie mais je sais pas quoi faire, je suis paumé, qu'est-ce qui se passe En fait c'est hyper compliqué ce sujet-là parce que hommes et femmes en fait on est censé savoir comment fonctionne le sexe et en fait on n'a aucune éducation à part le porno. Donc, en fait, on n'a aucune éducation, ni les hommes, ni les femmes. Et du coup, en fait, on n'y comprend rien, ni les hommes, ni les femmes. Et c'est hyper difficile de revenir à une sexualité qui serait agréable,
Mais par exemple, sur ce que tu dis, tu vois, comme je te dis, je vais te baiser, tu vois, souvent c'est le mec qui dit ça à la fille. Ça peut être entre deux hommes, évidemment, ou entre deux femmes, mais dans des couples hétérosexuels, parce que là, c'est le sujet. Du coup, c'est l'homme qui peut dire ça à la fille, qui est en fait, pas forcément vrai. Et ce qui est vachement intéressant, j'en avais parlé justement avec Chloé McIntosh, qui est la fondatrice de Kama, qui est une application d'éducation sur la sexualité. Elle te dit, en fait, le sexe d'une femme, c'est un peu comme une bouche, c'est-à-dire que quand elle mange, en fait, c'est la bouche qui va chercher les aliments, c'est pas l'inverse, en fait. Donc, en fait, logiquement, ce serait le sexe de la femme qui vient chercher le sexe de l'homme et pas l'inverse. Comme elle explique que le sexe frictionnel, donc la friction, donc la pénétration, quoi, en gros, en fait, ça désensibilise les sexes de l'homme et de la femme. Et plus tu vas fort, plus c'est désensibilisé, donc plus tu as besoin d'aller fort. Mais en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Et que idéalement, il faudrait bouger assez peu. Et que serait... Déjà, l'homme n'est pas censé nécessairement éjaculer, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est la femme qui fait fonctionner son périnée. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Et tu es censé être vraiment concentré sur les sensations que tu ressens dans ton sexe. Mais cette histoire de pénétration, de ce qu'on voit dans les pornos, effectivement, qui peuvent être parfois un peu violents, ça, en fait, déjà, ça peut faire mal à la fille, ça, c'est le premier truc, mais en plus, ça marche pas du tout, en fait. Ça marche pas pour le mec, à part dans sa tête. Du coup, tu réintègres la sexualité dans ta tête, donc tu es excité parce que tu es en train de reproduire un truc que tu as vu dans un porno. Mais au niveau de ton sexe, bien sûr qu'à la fin, tu vas éjaculer parce que malgré tout, il y a une connexion avec ton cerveau et voilà, tu sens quand même quelque chose, mais ça désensibilise. Ouais, de toute façon, il y a plein de sujets. Je souriais parce que j'ai les 5-6 derniers contenus que j'ai faits en parlant de sexualité, c'était sur ne pas éjaculer pour les garçons. Ouais. C'est vrai. Pour donner du contexte. Moi, je suis pas là. Donc, c'est pour ça que je souriais. Ouais. Mais il faut peut-être du contexte à cette phrase-là. Dans la vie, toi, on peut dire que tu es un peu coach et moi, je suis sa social media manager, donc je le conseille sur ses contenus en permanence. C'est pour ça qu'il me regarde en disant ça. Et après, de toute façon, un sexe en érection perd de sensibilité pour pénétrer. Après, il y a 1000 sujets complets. Ouais, doit être bifurqué. Non, mais après, pour revenir à un endroit où on dit qu'il y a d'équivalence, et moi, je suis pas exactement. Alors, il y a deux sujets. Il y a moi, par exemple, quand je me mets en mode plus féminin et réceptif, je sais que je peux faire ça 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, et au bout d'un moment, il faut que je revienne un mec. Je sais que quand moi, par exemple, je pleure ou je suis dans mon état plus féminin ou que je demande à l'autre de prendre soin et que je peux lâcher le côté armure, je sais que j'ai un temps de latence avant qu'il y ait mon hétéro interne qui me dise « Mec, là ça fait trop longtemps que t'es dans ta part féminine, il faut que tu remontres à ta partenaire que t'es quand même un bonhomme. » Donc ça, moi je sais que j'ai ce truc-là. Et après pour moi, quand on dit que c'est pas, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, c'est pareil pour moi, pénétrer et être pénétré, c'est pas du tout la même intimité. Changer le sujet. Ben non, parce que non, il en a parlé à un moment, quoi. Il disait, tu vois, ça devrait être pareil un homme ou une femme qui pénètre, d'intimité, par exemple. On pourra en voir, mais si je mets un doigt dans ma bouche ou si je mets le doigt dans la bouche de quelqu'un, c'est pas du tout la même intimité pour moi. Et il y a un endroit, et j'ai plein de copines qui sont pareilles, c'est pas la même intimité pour moi, pénétrer et être pénétré. Je pourrais aller plus loin là-dessus. Il y a un polyamoureux qui me disait aucun homme qui veut pratiquer la sodomie ne devrait le pratiquer s'il n'a pas lui-même été sodomisé. Parce qu'en fait, sinon, tu sais pas ce que ça fait, en fait. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est pas la même intimité. Mais effectivement, on dérive de sujets totalement. Ouais, on va revenir, je vais clôturer là-dessus pour le faire même moi, dans ce que je transmets, que je partage et que j'ai été transmis, c'est aucun homme ne devrait pénétrer une femme sans avoir été pénétré lui-même. Aucun homme hétéro ne devrait pénétrer une femme. Moi, ça m'a changé la première... voilà. Parce qu'après, ça me fait penser que tu parlais des primates et de différents, à des endroits où on est différent, et c'est pas exactement la même chose. Alors, sur de revenir des questions, et oui, on va revenir sur le sujet. Vas-y. Tout à l'heure, tu parlais, tu vois, de prouver. J'étais en train de faire un lien parce que j'ai lu un bouquin qui, moi aussi, en ce moment, me bouge beaucoup. Et tu disais qu'effectivement, pour les trucs un peu classiques masculins, il y avait quelque chose à prouver dans des trucs externes. Et je suis en train de me dire que c'est un sujet sur lequel je réfléchis, qu'en fait, le corps masculin, depuis qu'il est petit, on lui demande de se déconnecter de son monde interne. On lui demande de ne pas avoir d'émotion. On lui demande à d'autres niveaux, de se déconnecter de son âme et de sa source et de la connexion à soi. Et donc, je me dis qu'en fait, naturellement, c'est normal si on t'a demandé toujours de plus pouvoir aller à l'intérieur de toi pour trouver de la valeur ou pour trouver juste être, que tu vas forcément être dans le paraître et dans aller à l'extérieur pour te prouver que t'es un homme.
et que c'est une conséquence logique et un peu triste que en fait, c'est le seul truc que tu as approuvé, vu que c'est le seul truc que tu peux mesurer. C'est pour ça que Olivier Gazalet, dans son bouquin, elle dit bien que les hommes, ils en souffrent aussi du patriarcat. C'est pas forcément acceptable pour pas mal de femmes, puisqu'elles en souffrent encore plus que les hommes. Mais les hommes en souffrent aussi, parce qu'effectivement, de te déconnecter de toi-même comme ça, c'est difficile. Alors toi, ce que tu disais, c'est que tu as besoin de revenir à ton masculin, entre guillemets. Moi, mon féminin, il est tellement développé qu'en fait, j'ai jamais ce sentiment. Moi, j'essaye de faire l'effort d'être dans le masculin un peu. Je pense que je le suis quand même, mais j'ai l'impression maintenant, en tout cas, que c'est bien posé. Mais j'ai beaucoup travaillé dessus pour remonter le masculin. Ça a jamais été, pour le coup, ça a jamais été un sujet. Mais oui, je crois qu'effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, les hommes en souffrent pas mal de ça. Et c'est un vrai travail de reconnecter avec tes émotions, te permettre de pleurer, puisqu'on t'a appris à pas le faire. Moi, c'est souvent... c'est plus dans les cas parce que ça m'arrive je suis plus très cisgenre. Il y a des jours où je m'habille en femme, il y a des jours et c'est plus, tu vois, une fois que j'ai passé une après-midi en robe dans la rue, il y a mon truc qui me dit attends, il faut que tu te remettes un pantalon et que tu refasses le bonhomme à un moment. C'est plus dans les cas où oui, d'accord, moi je fais pas ça, effectivement. Voilà, moi j'ai des jours où je m'appelle Sylvie ou Sophie. J'ai vraiment des jours où je change pour moi de genre. Et de temps en temps, il y a des moments où mon hétéro entre guillemets interne me rattrape en me disant mec, il faut que tu restes séduisant de manière classique. Ah oui, alors moi j'ai pas du tout ça en fait, effectivement. Donc moi je suis vraiment hétéro dans tous les sens du terme, quoi. Pour le coup, j'ai pas ce côté-là. Donc Justement, dans cette identité-là, c'était quoi tes attentes quand tu étais petit vis-à-vis de toi par rapport à ta masculinité? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué en grandissant ou est-ce que tu es resté... Ah non, mais moi, mes idées, quand j'étais petit, mon idole, quand j'étais petit, c'est Jean-Paul Belmondo. Ça te donne un ordre d'idée de ce que ça pouvait être pour moi la masculinité. C'était ce mec fort, courageux, ouais, vraiment fort et courageux. Je pense que c'était principalement, en plus, mon père était pompier, donc j'avais aussi cette image-là à la maison. Et mon père était musclé, courageux, vraiment. La douleur, c'était pas un truc qui existait chez lui vraiment, qui communiquait pas ses émotions. Donc, je pense que moi, j'avais cette image, juste par éducation, tout simplement. Et puis, éducation et imaginaire collectif, encore une fois. Donc oui, évidemment, ça a beaucoup changé. Entre-temps, j'ai abandonné le six-pack, etc. Mais j'ai moins besoin de prouver par l'extérieur, heureusement. Après, il y a des choses qui restent, parce que, encore une fois, ça s'en va jamais complètement. Mais oui, tout ce truc de prouver par l'extérieur, c'est redescendu quand même, beaucoup. Et la puissance physique, etc., c'est pas mal redescendu. Cool pour toi. ouais, non mais oui, c'est important. Cool pour les autres aussi. Et pour revenir sur le sujet, justement, tu vois, de masculinité, comment tu as grandi, moi, c'était un des sujets aussi que je voulais aborder avec toi. Parce que parfois, je me reprends ou je me suis vu à ce que j'appelle le nouvel alpha, entre guillemets, qui est un peu comme toi ou un peu comme moi, des mecs qui peuvent être grands, beaux, mais qui sont en même temps sensibles. Et qui, par moment, je trouve qu'il y a un jugement sur l'ancien, entre guillemets, sur le Sébastien Chabal à l'ancienne. Et qu'il y a toujours de nouveau une forme de, parfois pas chez moi, mais dans des communautés spirituelles, à juger ce que c'est qu'un mec bien aujourd'hui et à réapproprier le côté patriarcal. On va écraser des mecs, mais aujourd'hui, c'est le mec sensible qui va écraser l'ancien, qui va, entre guillemets, dans les clichés, bière-foot, ce que j'adore faire parfois. Et donc voilà, et ça m'intéresse, c'est comment, tu vois, est-ce qu'on vient... déconstruire cette masculinité et inviter d'autres hommes vers plus de sensibilité sans tout d'un coup remettre il y a des mecs bien, il y a des mecs pas bien, qui est un truc, qui est une expression que, en fait, effectivement, j'entends dans un podcast que je n'aime pas. Lui, c'est un mec bien, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui est une expression qu'on peut utiliser au quotidien, hein, mais je pense que c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais on est tous sur des chemins, en fait. Après, être bien, en fait, être bien, c'est tellement relatif et il y a tellement de critères à l'intérieur de ça. Mais si on parle juste de cette masculinité, c'est vrai qu'on est on est dans un monde qui est hyper binarisé.
Et on a tendance à vouloir dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Quel que soit le sujet, tout le monde a l'impression d'être dans le camp du bien, évidemment. Donc les pro-avortements, les contre-avortements, les pro-racistes, les contre-racistes, etc. Enfin, peu importe. Les masculinistes, les hommes déconstruits, hein, entre guillemets. Même si je dis que ça n'existait pas, mais enfin, voilà, dans l'idée. Et je pense que le monde n'est pas binaire, le monde, il est fait de nuances. Et je crois pas... Enfin, je suis pas certain, en tout cas, qu'il y ait des extrêmes comme ça, des figures qui soient à l'extrême. Il y a des mecs qui sont hyper machos, etc., etc. Ça veut pas dire que ces hommes-là, ils n'ont pas de sensibilité, parce que tu peux les retrouver. Alors, ils le feront pas comme ça en public, mais si tu es leur ami, tu vas voir qu'en fait, ils ont pas mal de sensibilité et que c'est une sorte de carapace qui se sont mises. Donc, en fait, finalement, ils sont pas si, entre guillemets, alpha à l'ancienne que tu l'imaginais. Et puis, de l'autre côté, tu vas avoir ce mec complètement déconstruit qui, en fait, se mate des pornos de simulation de viol. Alors, est-ce qu'il est complètement déconstruit alors que dans son intimité, il se mate des pornos un peu violents? Moi, je sais pas, tu vois. Je crois que le spectre, il est pas noir et blanc, il est plein de nuances de gris. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut reconnaître tes nuances de gris et te dire, je suis pas... et ça ne fait pas de toi quelqu'un de pas bien, tu vois. Ça fait juste de toi un humain. Il y a pas de perfection. La perfection, c'est un concept. Je crois pas qu'on puisse... ce que je dis souvent sur la perfection, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, admettons qu'on soit noir et blanc, que quelqu'un adore les hommes hyper machos, machin, tu vois, vraiment ce mâle alpha à l'ancienne, ou dans l'autre côté, préfère ce mec complètement sensible et compagnie. La perfection, c'est lisse, tu vois, et moi, je trouve que, enfin, je dis souvent, sur une matière lisse, tu glisses, en fait. Tu peux pas, il y a rien pour te retenir, t'as besoin d'aspérité, en fait, pour pouvoir tenir sur une matière. Et quand c'est trop lisse, en fait, tu glisses les gens parfaits, entre guillemets, qui te montrent en tout cas une figure parfaite, donc un masque parfait. C'est pas très intéressant, quoi. Ce qui est intéressant, c'est les aspérités. Donc du coup, pour répondre à ton point, déjà accepter qu'il n'y a pas de polarité comme ça. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, hein, mais on est tous dans des nuances de gris, plus ou moins. Et je pense que c'est important de le reconnaître. Ouais, moi, c'est clairement l'endroit où j'ai envie d'être. Tu vois, je repensais, là, on en parlait tout à l'heure, on regardait un compte d'un mec plutôt féministe et qui prenait parfois des vidéos masculinistes et il se moquait d'eux. Et je lui ai exprimé maladroitement. En fait, ça me rend triste. Ça me rend triste de continuer à pointer du doigt et à dire lui, il fait bien, lui, il fait pas bien, et c'est pas un mec bien. Et il y avait quelque chose de très... Tant qu'il y aura ce truc de comparaison et pas de viens, on se rencontre tous, comme on disait tout à l'heure, on a tous des biais, que tu sois féministe, masculiniste, j'ai l'impression qu'on va continuer à reproduire une forme de patriarcat avec une forme différente. C'est-à-dire qu'on va... Ce que tu formulais tout à l'heure. Pardon, non, je t'en prie, vas-y. Ce que tu formulais tout à l'heure, en gros, pour que ce soit clair, parce que je sais pas si ça l'est complètement, c'est en gros, il y a eu un découpage où il passait un extrait, il répondait, mais quand dans sa réponse, il y avait un côté un peu ridiculisant. Et c'est là où tu pointais que c'était dommage, c'est-à-dire qu'en fait, oui, les propos étaient pertinents, mais dans la forme, on sortait pas de cette domination, elle prenait juste un autre sens. Et est-ce que c'est vraiment intéressant ? En fait, à partir du moment où il y a un jugement comme ça, un peu à l'emporte-pièce, je pense qu'on n'est pas au bon endroit. Et en ça, on peut dire que c'est dommage. Je pense que, enfin, le jugement comme ça, c'est à l'emporte-pièce, il est extrêmement dangereux, et en particulier sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a vite fait de juger quelqu'un sans le connaître du tout. Et ça mène à des drames, en fait. Enfin, je pense plutôt à des étudiants qui se suicident, enfin des jeunes qui se suicident et quoi, mais tu vois, une fille qu'on va traiter de salope parce qu'elle a couché avec un mec et demi alors qu'elle est au collège. C'est une fille qui potentiellement pourrait se suicider parce que voilà, il y a une photo qui est sortie, je sais pas quoi, enfin peu importe. Enfin, j'imagine bien la situation. Enfin, tu vois, une fille de 15 ans qui couche avec un mec ou deux, est-ce que ça fait d'elle une salope? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire d'être une salope? By the way, c'est une autre question. Ça crée du drame humain, en fait, ces jugements. Et je crois que... Je sais pas si c'est une nouvelle forme de patriarcat. Le patriarcat, c'est cette domination masculine. L'idée que l'homme soit supérieur. Faudrait pas tomber dans l'inverse non plus. Je pense que... En fait, il faudrait, idéalement, c'est pas vraiment possible, mais arrêter de poser des jugements à l'emporte-pièce.
Ouais. Et alors, tu le disais super bien, notamment sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très difficile. C'est un milieu, toi, avec lequel tu es très familier. Nous, on se lance là-dedans en tant que podcast qui prend la parole sur le masculin. Comment tu le gères, toi, les réseaux sociaux sur des sujets un peu comme ça? Avec calme et sérénité. J'essaye. Pas toujours, je suis pas parfait. Justement. Non, je pense qu'en fait, si, le type, c'est pas de répondre dans l'instantané, souvent. Quand il y a vraiment quelque chose de problématique, ce qui est quand même assez rare dans l'absolu, enfin, pour moi en tout cas, je réponds pas dans l'instantané, parce que l'instantané, c'est jamais un bon conseil. Sauf si tu es capable d'être très serein ou sereine au moment où tu le fais. Mais c'est d'éviter de... Il y a cette expression, le tutu. Le tu, ça tue. Et de pas porter de jugement. Et de dire, peut-être que je me suis mal exprimé, peut-être qu'on s'est pas compris, ou peut-être qu'on a des imaginaires différents, et c'est pas grave, c'est OK, en fait. Voilà, enfin, on n'est peut-être pas au même endroit, et il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. C'est juste des chemins de vie différents, tu vois. Et bon, voilà. Moi, je le gère comme ça. Je crois que après, ça peut m'arriver de m'emporter sur des choses qui m'énervent, mais pas spécialement sur ce sujet. Ça peut être ça, comme ça peut être d'autres choses. Mais j'essaie quand même, en général, d'être plutôt serein. En même temps, j'aime pas trop le conflit, donc je vais pas aller au conflit moi-même, mais voilà, ça peut m'arriver quand même de temps à autre. Hein. Je suis pas neutre de conflit. Là, il se marre parce que ce midi, on a eu une conversation comme quoi je n'aimais pas le conflit. Et que moi, j'ai une grande capacité à en créer et que j'ai une personnalité qui cherche l'harmonie à travers le conflit. Et que parfois, je crée du conflit pour trouver de l'harmonie derrière. Tu passes par le drame. Je sais pas si c'est le drame. En tout cas, le conflit me donne la sensation, c'est un peu comme quand tu pètes un os et que tu le répares. Moi, il y a un truc où je sais que ça peut péter et que l'autre va rester. Il y a quelque chose de très rassurant pour moi de savoir que je peux traverser des conflits avec les gens. Et aujourd'hui, j'essaie d'aller directement vers l'harmonie plutôt que de créer du conflit. Bah ouais, tant qu'à faire, c'est aussi bien. Tant qu'à faire, sauf que parfois, quand t'es dans tes... c'est ton mode de fonctionnement, on va dire. Non, mais quand c'est ton mode de fonctionnement, c'est ton mode de fonctionnement. Et c'est pas grave, encore une fois, l'important, c'est de le reconnaître. Et de réduire le temps de latence. C'est toujours la même chose. De dire, ah, putain, là, je suis en train de déconner. je reviens. C'est marrant, c'est exactement la réflexion que je me faisais aujourd'hui. En ce moment, je partageais un message et 3 minutes, j'ai envoyé le truc et 3 minutes après, je fais OK. Et j'ai renvoyé et en ce moment, j'ai beaucoup ça. J'envoie une première version et je fais mais j'ai eu besoin pas souvent d'avoir mal formulé et de me dire putain, c'est vraiment pas top ce que j'ai formulé. Tu l'envoies toi-même et puis le lendemain, tu renvoies à la personne. C'est vrai, je vais peut-être faire ça maintenant. Rédiger sur ces brouillons. C'est ça. Mais on n'est pas parfait, encore une fois. On fait tous des erreurs en permanence. Moi, le premier. Donc, ouais. Complètement. Mais effectivement, pour moi, c'est revenir à ça. C'est le premier espace. C'est autant que tu le sais, être transparent et sur là où t'en es, quoi. Et pas t'ériger entre moi je sais, l'autre sait pas. Oui, pourfendeur de la vérité. Exactement. Est-ce qu'il te restait des questions Non, là, c'était un dernier truc, c'était au tout début, mais c'était revenir sur quand tu parlais du masculin et que tu vois, les animaux, ça apaisait le masculin, c'était que, effectivement, pour moi, j'associe le masculin au cadre, et que le masculin, c'est le cadre, et que, effectivement, je pense que dès qu'il y a une énergie masculine qui est posée, ça pose un cadre naturellement, et qu'après, ça peut être symbolique. Après, je pensais pas que c'était nécessaire dans une potentialité physique, qu'il y ait un corps masculin présent pour avoir ça. Mais potentiellement c'était intéressant pour moi parce que moi j'avais l'impression que si juste un des parents, une présence, que ce soit dans un corps masculin ou féminin sous le lait, c'était suffisant pour l'enfant. Et ça me fait réfléchir effectivement sur le besoin des deux corps dans l'éducation d'un enfant. Après, les deux corps ne sont pas forcément dans les parents. Non, les deux corps ne sont pas forcément dans les parents. Non. Oui, voilà, exactement. Alors c'est vachement important parce que sinon ça veut dire qu'on est... pas pour le mariage pour tous, c'est pas pour exactement. Moi, au contraire, je suis pour et allons-y. Voilà. Donc je voudrais pas que de laisser à penser que je suis contre. Évidemment pas. Comme je suis pas contre les femmes qui font des bébés toutes seules, etc. Mais par contre, c'est vrai, il faut des figures adultes. Et en fait, si on s'éloigne un petit peu du sujet, encore une fois, moi je crois pas du tout dans la famille nucléaire, du papa, maman, les enfants. Je pense que ça c'est une anomalie des 70 dernières années, mais qu'en fait,
l'enfant, il y a cette expression qui dit « it takes a village ». Ça prend un village d'éduquer un enfant. Un enfant, il a besoin d'avoir un maximum de figures adultes autour de lui pour pouvoir se construire. Et donc des images masculines qui n'ont pas besoin d'être le père, mais il y a besoin d'images masculines par contre. Ça, c'est sûr. Si, moi j'ai une dernière question. T'aimerais que ça devienne quoi, l'image et la représentation que les gens ont du masculin d'ici 10, 20 ans, dans ton monde idéal, à quoi ça ressemble? Ça serait dans un monde idéal, parce que je pense que ça va pas beaucoup bouger, mais... Ça bouge vachement vite quand même sur le genre, il y a des endroits, ça bouge quand même vachement vite. Les ados maintenant sont hyper fluides sexuellement, parce que moi, à mon époque, on l'était pas, et moi, je le suis toujours pas fluide. Donc ça a bougé, c'est sûr que ça a bougé. Moi, j'aimerais juste qu'on puisse reconnaître les différences, et il y en a, et c'est OK, en fait, de reconnaître ces différences-là, tout en promouvant une égalité entre les hommes et les femmes. Et pour moi, c'est vraiment ça la clé, c'est-à-dire, finalement, d'arrêter de parler de la question du genre pour parler d'égalité. Je crois qu'à la fin, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Mais sans renier les différences. Et elles existent. Je veux dire, les femmes, elles ont des cycles menstruels que nous, on n'a pas. Les femmes donnent naissance que nous, on ne fait pas. Il y a plein de différences majeures. Il y a pas d'instinct maternel, mais il y a une attirance vers les bébés chez les femmes, ce que les hommes n'ont pas. Il y a plein de trucs comme ça qui sont différents. Et en fait, je sais pas si vous le savez, enfin moi je le savais pas avant d'interviewer Franz, mais en fait, quand on est récompensé à imiter son genre. Donc en fait, tu reçois de ton cerveau, t'envoies de l'ocytocine quand tu imites ton genre. Donc en fait, tu vas imiter les personnes avec l'identité de genre à laquelle tu t'associes. Parce que bon, tu peux t'identifier par autre chose que ce que tu es biologiquement. Mais en fait, tu as vraiment de la récompense à imiter. En fait, c'est pour ça qu'il y a de la reproduction. Et donc, en fonction de ce qui se passe autour de toi, ça va être différent. Et ça sert à rien d'essayer de le nier. Je pense que c'est une erreur. C'est un mauvais combat, en fait. Oui, d'où le terme que tu employais au début, équité, qui est une égalité qui prend en compte la différence. Exactement. Qui prend en compte les inégalités, justement. L'équité, ça va. Ouais, inégalité, je sais pas, en tout cas, différence de mon système endocrinien fonctionne pas comme celui de Marie-Ange et que mon corps fonctionne pas pareil à certains endroits et que voilà. Exactement. Ouais. Et là, on parle de questions de genre, mais ça s'applique à tout en fait. Ouais. À toutes les différences. Plus ou moins, oui. Ouais. Cool. Et maintenant, pour clôturer l'épisode, voilà les questions rapides. La première, c'est plutôt aujourd'hui. Là, j'avais posé la question pour dans le futur, mais aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimerais que la masculinité, ça inspire? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je voudrais que ça inspire? Le premier mot qui m'est venu, c'est la sécurité, mais c'était idiot. Donc, parce que je pense que c'est la figure adulte qui doit amener la sécurité, pas la figure masculine spécifiquement. Okay. Mais après, comme ce que tu disais tout à l'heure, le masculin adulte, entre guillemets, incarne le cadre. Et donc, moi, j'en sais rien. Oui, mais la femme peut instaurer de la sécurité aussi. Oui, mais ce sera le masculin de la femme. C'est Ouais, enfin... Non, mais la femme, elle amène de la sécurité aussi, en particulier auprès des enfants, etc. Donc, c'est pas forcément le bon mot. Qu'est-ce que j'aimerais que le masculin apporte comme image? Peut-être la sérénité. Cool. C'est une belle énergie masculine, ça, la sérénité, le calme. J'adore. Qu'est-ce que ça a été pour toi de grandir dans un corps d'homme? Ça a été compliqué, mais je sais pas si c'est un corps d'humain, c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que c'est compliqué, ça dépend, hein, mais quand on se pose des questions, c'est compliqué. Oui, non, c'est compliqué, évidemment. Mais qu'est-ce que ça a été de grandir dans un corps d'homme? On peut dire une meilleure réponse, c'est une évolution. Ok. Et alors ça, on l'a pas noté, mais si on la pose, t'as eu envie d'être une femme ou qu'est-ce qui t'as eu envie de... En fait, le seul truc qui me donnait envie d'être une femme, c'est que je trouvais que la séduction, c'était quand même vachement plus simple pour les femmes. Je comprends très bien. C'est vraiment le truc qui je me suis toujours dit, putain, quand même, elles ont de la chance. D'un point de vue de nana, on pense pas forcément ça. Je sais.
C'est ça qui est intéressant. Mais d'un point de vue de mec, tu te dis, putain, les filles, elles se font draguer, alors que le mec, il va au bouillon et il se fait prendre des râteaux. Et moi, parfois, j'ai l'autre discours en mode, oh là là, je me suis encore fait draguer, c'était lourd. Ouais, exactement. Bah, je vois bien. Ouais, je comprends bien le problème des deux. Moi aussi. Je vois très bien maintenant les deux. Moi aussi. Quelles seraient les premières mesures que tu prendrais pour tendre vers une égalité, qu'elle soit politique, économique, culturelle, sociale ? Je pense que, un peu bizarrement, des quotas. Ok. Des quotas, parce qu'en fait, il faut déconstruire les imaginaires. Et en fait, comme on est des animaux sociaux, en fait, on a tendance à reproduire. Donc, en fait, tant que tu n'as pas d'exemplarité, c'est très compliqué de pouvoir avoir un exemple qui est imaginaire. Donc, il faut des quotas à un moment donné pour pouvoir rééquilibrer un minimum. Après, il faudrait idéalement changer les imaginaires dans les films, dans les séries, mais bon, c'est pas le rôle des politiques, c'est plutôt le rôle des gens qui font ces imaginaires. Mais comme les gens, ils aiment bien se conforter dans leurs imaginaires, ils ont tendance à reproduire et à consommer les imaginaires qu'ils ont déjà. Donc en fait, c'est ça qui est difficile. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est marrant, quand tu as dit quota, le premier truc que j'ai pensé, c'est aujourd'hui dans les films que il y a quand même ce côté parfois de vouloir mettre de toutes les couleurs, de tous les genres, de toutes les sexualités. En tout cas, dans mais beaucoup si c'est bien, dans Sex Education, par exemple, c'est super bien fait. Il y a des gens qui le font plus ou moins bien, avec plus ou moins de sincérité, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Mais juste sortir du rôle du noir avec la grosse bite ou du... tu vois, enfin, il y a plein d'imaginaires à la con qu'il faut réussir à déconstruire. Tu vois, Tomb Raider, c'était un peu ça, la femme. Mais c'était... Du coup, c'était à l'inverse, tu vois, c'était une femme qui reprenait les valeurs, parce que ça ne marche pas non plus, en fait. C'est la femme hyper puissante, de la manière d'un homme, ça apporte pas grand-chose, quoi. Ça reproduit pour moi le modèle. Ouais. Donc pour moi, Tomb Raider, c'est pas forcément le bon exemple, mais c'est plutôt des choses où on modifie les imaginaires au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 5-6 ans comme conseil? Sur ce sujet-là en particulier? Ouais, en particulier, ou de manière générale, en fonction les deux. Les deux mon moi de 5 à 6 ans, je dirais sans doute que tout est possible. Parce que tu peux rêver grand, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça. Pas sur ce sujet de manière spécifique, mais ouais. Génial. Et la dernière, c'est quand la dernière fois que tu t'es sentie dans une forme d'équilibre? En plus, tu disais que tu as beaucoup d'énergie, tu t'identifies beaucoup à de l'énergie féminine. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie dans un équilibre qui te convient à toi sur ces énergies-là? Maintenant, je m'y sens bien, en fait. Là, je me sens bien. En fait, en réalité, je me sens très ancré. Donc, je suis très à l'aise. Avant, en fait, j'avais, par exemple, le sujet de la masculinité, j'avais du mal à en parler parce que je n'étais pas à l'aise. Parce que moi-même, je ne savais pas très bien. Je me positionnais mal. Maintenant, je crois que je suis assez à l'aise pour prendre la parole sur le sujet. Et je me sens assez ancré. Je crois que je suis assez en harmonie, justement, pour reprendre. Je ne sais pas si vous avez vu le TEDx que j'ai fait où je détruis un petit peu ce concept d'équilibre, mais... Ah, j'ai pas vu, je vais noter. Pas entre masculin et féminin, je parle d'équilibre de manière générale. Mais donc plutôt en harmonie. Je crois, je me sens bien, en fait. Je suis assez bien. Maintenant, un peu tout le temps, en fait, du coup. Génial. Le petit moment promo pour les auditeurs, si jamais ils te connaissent pas déjà, ce qui est quand même peu probable, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Si, c'est probable. Un peu partout sur les réseaux sociaux, avec le nom Greg from Paris. Voilà. Génial. Globalement, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, pas sur TikTok, mais sur TikTok, il y a Vlan, mais j'y suis jamais, pour être sincère. Donc, je suis pas vraiment sur TikTok, je suis trop vieux. J'ai pas assez de temps pour aller sur TikTok. Je crois que les réseaux sociaux me mangent déjà beaucoup trop de mon temps pour que j'aille sur TikTok. Je comprends très bien. Ouais. Super, merci Grégory. Merci beaucoup. Hyper intéressant de t'avoir avec nous. Avec plaisir. Grave. Et puis, merci pour vos questions. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le diffuser plus largement, nous vous invitons à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour suivre les actualités du podcast et nos partages autour de lectures et de découvertes en lien avec ce sujet. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Homme le podcast.